Bonjour, je m'appelle Julien Mertine, je suis membre de l'équipe de France d'escrime en reconversion entraîneur maintenant, donc maître d'armes on appelle ça en escrime. J'ai participé à 2 Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Tokyo, où on a remporté la médaille d'or par équipe, et les Jeux Olympiques de Paris, où on a fini 3e, donc médaille de bronze par équipe aussi. Alors le fait d'être sportif de niveau, ça n'a pas toujours été forcément une évidence. J'adore le sport, j'ai toujours fait du sport matin, midi, soir depuis que je suis tout petit. Mon papa est maître d'armes, donc entraîneur d'escrime aussi. Et il a fallu au fur et à mesure, quand on grandit, choisir vraiment une discipline. Pour moi, ça a été l'escrime. Ça marchait plutôt bien, j'avais surtout une bonne bande de potes, donc c'est la base pour moi, le plaisir et l'amusement. Et après, avec les résultats sont venus petit à petit, j'ai pu performer au niveau national au début, international et intégrer l'équipe de France et les médailles par la suite. Alors, quand on est un athlète de haut niveau, oui, les JO pour nous c'est le Graal, c'est la quête, on nous parle de ça au quotidien. Surtout nous dans les sports un peu amateurs, on va dire, où clairement, si je dis je fais de l'escrime, on va me dire t'as été aux Jeux Olympiques ou pas? Ça va être la première question. Personne ne sait vraiment ce que c'est, on n'en parle que tous les 4 ans. Donc oui, c'est une pression qu'on nous met entre guillemets et qu'on se met aussi parce que c'est une visibilité, c'est des moyens aussi, c'est un rêve parce que pour aller aux Jeux avec le village olympique, tout ce qui entoure le fait de croiser les athlètes d'autres athlètes français, des athlètes étrangers, de voir des stars, c'est un rêve. Pour le coup, un rêve de gamin. Oui. Les JO de Tokyo étaient vraiment un peu particuliers parce qu'on les imagine grands, beaux, magnifiques, du public, et puis le Covid est arrivé. Donc, déjà pour revenir un petit peu en arrière, donc moi pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012, j'étais remplaçant. Pour les Jeux Olympiques de Rio, rebelote, même chose, remplaçant. Et après, j'ai enfin réussi à me qualifier au bout de la troisième fois à Tokyo. Ça a été compliqué parce que du coup, dans les règles de sélection, avec le Covid, ça a été remis à jour au quotidien. Donc il a fallu se tenir prêt au taquet pendant 1 an et demi, en gros non-stop. Ça meurtrait un peu le corps et la tête, jusqu'à ce qu'on obtienne le fameux Graal, le ticket pour y aller. Et arrivé là-bas, en fait, on est un peu emprisonné parce que on n'a pas on doit manger avec soi-même seul. On a juste le droit d'échanger dans l'appartement avec les coéquipiers, heureusement. Et le reste du temps, on est verrouillé, on attend l'épreuve, on est testé tout le temps, il n'y a pas de public, il n'y a rien. Donc finalement, le rêve, un peu, il s'effondre un petit peu, j'ai envie de dire. Donc bon, ça nous permet d'être focus sur notre compète, donc c'est peut-être pas plus mal. Et c'est ce qui nous a peut-être aussi permis de gagner, de gagner l'or olympique. 30 secondes avant de monter sur la piste donc aux Jeux Olympiques à Tokyo, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de stress, forcément, mais c'est l'avantage aussi des coéquipiers qui nous connaissent par cœur. On se ressoude à ce moment-là, on se donne on s'automotive entre nous. On n'oublie pas de se dire aussi qu'on a mérité d'être là, que c'est un rêve d'être là, donc il faut le vivre ce moment, il faut en profiter. Il ne faut pas laisser passer cette chance-là. Le monde entier nous envie de pouvoir décrocher cette médaille d'or, donc de kiffer, de profiter à fond. 30 secondes avant, quand on est avant de monter, on repense à toutes ces petites choses qui sont passées. Et c'est des moments de confiance qui sont propres à nous 4, ce que je raconte. Rien que ça, déjà, c'est un rêve psychologiquement, c'est un rêve qui est déjà fait avant de monter sur la piste. Pour les Jeux Olympiques de Paris, je me suis mis une grosse pression. D'une, c'était à la maison, et 2, on nous la met aussi la pression. Typiquement, 1 an avant les Jeux de Paris, tous les matins, quand j'allais à l'école déposer mes enfants, il n'y a pas un matin, je crois, on ne m'a pas demandé « Bon alors, ça se passe bien la préparation pour Paris ?» Quand je vais acheter ma baguette de pain, pareil. Et cette pression, en fait, on nous la met au quotidien. Il faut arriver à se détacher de tout ça. Donc il faut à la fois la prendre, garder le bon côté de la pression sans que ça devienne un poids sur les épaules au quotidien. Et après, sur on va dire le laps de temps, 2-3 mois avant les Jeux, là on se met vraiment dans notre bulle. Et c'est là où on met plein de petites choses en place avec l'entraîneur, avec le groupe. On restreint le cercle on va dire, d'amis autour, on se focus vraiment dans la préparation. C'est plein de petites choses mises en place comme ça qui nous ont permis d'arriver le plus serein possible le jour J. Quand les Jeux Olympiques se terminent, donc la dernière touche se passe au Grand Palais, parce qu'on a cette chance d'être au Grand Palais. Donc nous on finit sur une victoire parce qu'on perd la demi-finale, mais on gagne la 3e place, donc on a une médaille de bronze. Et là en fait c'est que de l'euphorie et j'ai envie de dire presque notre corps ne nous appartient plus. C'est-à-dire qu'on est heureux, on est content, on partage avec tout le monde, donc les amis proches, la famille, les copains. Et après,
rien ne s'arrête pendant, je pense, 4 jours. On est sollicité partout, on va partout, on fait tout, on profite à fond de chaque minute. Et c'est une chose qu'on n'a pas l'habitude et on ne se rend même pas compte en tant que sportif un peu amateur. Et donc on profite de tout ça. Et une fois que ces fameux 4-5 jours retombent, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Donc moi, c'était un peu plus facile. J'ai coupé tout court, je suis parti en vacances en famille. Oui, il y a une redescente psychologique après les Jeux. Pour moi, elle était plus négative que positive. Ouais. Parce que je savais que c'était ma dernière grosse compétition, dernières échéances. Et la question du après, elle tourne en fait au quotidien. Qu'est-ce que je vais faire et comment mon corps va réagir. Ça fait 15-20 ans que je fais du sport 2 heures le matin, que je mange en fonction de ça, de ce que j'ai fait le matin, de ce que je vais faire l'après-midi. Tout est codifié et carré. J'ai l'entraîneur qui gère tout, j'ai une équipe autour de moi qui gère tout. Et là, finalement, je deviens quelqu'un j'aime pas ce mot-là, mais normal finalement. Ça a été très compliqué malgré que j'ai la chance d'avoir, j'ai une tête bien pensante, puis j'ai un cocon familial, un cocon autour de moi qui va très bien. Donc j'ai mes enfants, j'ai ma femme, ma famille, donc ça m'a beaucoup aidé. Et heureusement que j'ai eu ça, parce que sans ça, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué. Même aujourd'hui, c'est encore un peu dur d'en parler. Un peu d'émotion, ouais. J'ai fait ce choix-là d'arrêter après les Jeux de Paris, et surtout en janvier, parce qu'en janvier, on a une épreuve de Coupe du Monde à Paris, à Coubertin. Puis une grosse épreuve internationale, donc c'est pas les Jeux Olympiques, mais nous, en tant qu'escrimeur, ça fait partie des très très grosses compétitions. Et je me suis dit pourquoi pas arrêter à Paris avec notre public aussi, la famille, devant tout le monde. Donc j'avais ce point de mire en tête pour l'arrêt de ma carrière. Après Tokyo, comme j'ai dit, ce qui m'a fait continuer, c'est surtout les Jeux à Paris. Mais une fois que c'était passé, j'avais plus trop cette flamme déjà de vouloir continuer. Moi, ça fait 15 ans que je fais du haut niveau, matin, midi, soir, donc j'ai besoin de passer à autre chose. Et deuxièmement, je suis père de famille aussi, donc j'ai 2 enfants. J'avais envie de passer aussi à autre chose et de prendre du temps pour moi, pour ma famille, parce que qui veut dire sportif de haut niveau veut dire qu'on est une centaine de jours par an en déplacement à l'étranger. On a un rythme de vie qui est quand même assez spécial, on va dire. Donc là, j'avais envie de passer à autre chose et de pouvoir profiter de tout ça aussi sans regretter. Et l'avantage, c'est que j'ai aucun regret et que j'ai atteint tous les objectifs que je m'étais fixés. Oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que après les Jeux de Paris, donc le préparateur mental nous aide bien sûr, mais on a tous un peu repris nos vies. J'avais besoin de couper de tout ça aussi. Donc je les ai revus, j'ai mis bien 6 mois avant de retourner voir des spécialistes, entre guillemets. Ça aide à avancer, à se retirer de certaines questions qu'on se met ou qu'on se pose, ou de se dire que finalement, de toute façon, tout le monde va passer par là. Enfin, tous les sportifs de haut niveau, en tous les cas, vont passer par là. Et comme je disais au début, j'ai coché les cases que je voulais cocher. J'ai des médailles internationales, olympiques. Donc c'est pas non plus brutal, dans le sens où c'est pas une blessure qui m'a fait arrêter. J'ai pas arrêté sur un échec, donc c'est quand même beaucoup de positifs. Il faut arriver à retenir tout ça et à se dire que j'ai eu la chance de profiter de cette première vie, on va dire. Maintenant, je suis en retraite, mais j'ai une seconde vie qui arrive derrière et qu'il faut en profiter, quoi. Alors, ma carrière de sportif de niveau, elle seule, ne me permettait pas du tout de gagner ma vie. En gros, c'est les Jeux Olympiques qui déclenchent tout, clairement. Le fait d'avoir une médaille olympique, avant la médaille, on est totalement amateur, c'est les clubs qui nous aident, c'est le département. Mais hormis ça, la fédération, elle nous met en place un grand dispositif. Donc on a accès à l'INSEP avec des entraîneurs, du staff, des infrastructures qui sont au top. Mais à côté de ça, on n'est pas rémunéré. Donc c'est que des primes à la médaille, c'est que des choses comme ça. Donc il faut d'abord faire les médailles pour pouvoir gagner de l'argent. Avant, moi j'ai toujours travaillé, donc je suis maître d'armes à Rueil-Malmaison, mon club. J'ai toujours travaillé entre 10 et 15 heures par semaine dans mon club. Donc c'est une accumulation en fait de mon boulot, d'être entraîneur, d'être du département, de la région. C'est une accumulation de choses qui faisait que je pouvais en vivre au quotidien, quoi. Je suis maître d'armes, voilà. Donc là ma reconversion, donc je suis entraîneur au club à Rueil-Malmaison. Je fais 3 jours par semaine, mais je fais 2 matinées par semaine où j'entraîne mes anciens coéquipiers. Maintenant c'est moi qui les entraîne. C'est une reconnaissance et je suis fier de pouvoir le faire et d'avoir. J'ai un gros bagage technique et beaucoup de choses à enseigner, à transmettre plutôt qu'à enseigner, j'ai envie de dire.
Donc pouvoir avoir cette passerelle et de donner finalement ce qu'on m'a donné, de transmettre ce qu'on m'a donné, c'est important. Alors je n'appréhende pas du tout le fait d'être à Los Angeles en tant qu'entraîneur. Pas du tout, parce que dans ma tête c'est une logique, une continuité. Et je suis même fier de pouvoir y être de l'autre côté de la barrière. Ça veut dire que d'une, on me fait confiance, et deux, ils me font confiance aussi. Et donc finalement, c'est une continuité de la confiance qu'on a mis en place depuis, on s'entraîne ensemble depuis 15 ans, de cette confiance aussi bien technique, sur la piste, physique et hors de la piste. Parce que pour moi, une fois de plus, on fait un sport individuel, mais le groupe, si le groupe avance pas ensemble dans le bon sens, l'individualité, elle peut pas être performante. Alors avec le recul, j'aurais pas changé grand-chose sur ma préparation, que ce soit personnelle ou même de groupe ou avec l'entraîneur. J'ai la chance d'avoir un entraîneur que j'ai depuis très longtemps. D'un commun accord, on a mis un rythme qui m'allait très bien, que ce soit d'entraînement, que ce soit de moments off, avec ma vie de famille aussi. Donc finalement, j'ai envie de dire non, j'ai rien envie de changer de tout ce qui s'est passé. Si je regarde un peu derrière moi sur la préparation des jeux et tout des résultats, j'ai envie de dire c'est super. Alors l'expérience olympique, qu'est-ce que ça m'a appris? Je suis quelqu'un de très droit, je respecte les gens, je suis respecté dans tout ce que je fais. Quand je fais des choses, je vais à fond dans les choses, et ça m'a permis de le faire plus ouvertement, de sortir un peu de l'ombre, on va dire. J'ai souvent été un peu introverti, on va dire, empathique, introverti, et ça m'a permis de me lâcher, de m'ouvrir un peu plus aux autres et de faire confiance aux autres, et finalement on me le rend bien, donc ça m'a permis de m'ouvrir un peu. Si je dois donner des conseils à un athlète qui va participer à ses premiers Jeux Olympiques, déjà prendre du plaisir, parce qu'on pense souvent, on se met souvent beaucoup de barrières en voulant trop bien faire. Donc des fois du surentraînement, des fois il n'y a pas de recette magique, sinon ce serait facile, hein, tout le monde serait aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment s'approprier sa propre préparation en fonction de qui on est, et d'arriver à trouver son équilibre avec les personnes qui gravitent autour aussi. Et une fois qu'on arrive à mettre ce schéma un petit peu en place, et faire confiance aux bonnes personnes qui peuvent nous donner cette confiance en plus pour réussir le jour J de la compétition.